Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de Parlons-en consacré au 80e anniversaire des débarquements en cette année 2024. Alors, lorsque nous évoquons le thème même de débarquement, nos regards se portent vers cette région côtière qu'est la Normandie, mais il ne faudrait surtout pas oublier celui de Provence, intervenu le 15 août 1944, sans lequel la victoire finale n'aurait pas été celle que l'on apprend dans les livres d'histoire aujourd'hui. Baptisé du nom de code Anville, qui veut dire enclume, puis Dragoon, qui veut dire dragon, le débarquement de Provence est placé sous le commandement du général Alexander Patch, chef de la 7e armée américaine. Et pour la toute première fois, une véritable armée française entre en scène menée par le charismatique général Jean de Lattre de Tassigny. Avec ses 260 000 hommes, cette armée française est un mélange impressionnant de volontaires de la France libre et d'anciens soldats de l'armée d'armistice autrefois, sous les ordres de Vichy. À cela s'ajoutent des conscrits d'Afrique du Nord, rassemblant à parts égales des pieds noirs et des musulmans. Pendant que les anglo-saxons s'engouffrent dans la vallée du Rhône, cette formidable armée française est chargée de mener l'assaut éclatant sur Toulon et Marseille. Une opération audacieuse et déterminante pour la libération de la Provence et plus tard de la France. Pour évoquer ce sujet passionnant, je serai une nouvelle fois en compagnie de Michel Scheepers, ancien professeur d'histoire-géographie dans l'établissement scolaire Notre-Dame de France, à Paris 13e, ancien élève officier de réserve à l'école d'application de l'arme blindée cavalerie de Saumur, mais également attaché de parquet au tribunal permanent des forces armées de Lyon. Le débarquement de Provence, 80 ans jour pour jour après les événements, c'est tout de suite proposé par l'association historique que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, France Bonapartiste. Eh bien bonjour Michel, je suis très heureux de vous retrouver pour notre 3e émission que nous enregistrons dans le cadre de notre série autour du 80e anniversaire des débarquements. Après avoir analysé en détail dans nos précédents numéros le rôle de la résistance, mais également des différents maquis, suivi du débarquement de Normandie opéré le 6 juin 1944, intéressons-nous aujourd'hui au débarquement de Provence survenu le 15 août 1944, où les Alliés débarquèrent sur les plages du sud-est de la France entre Toulon et Cannes. Cher Michel, je vous laisse le soin de nous apporter toute la lumière sur cet événement majeur de notre histoire contemporaine et nous suivrons avec grand plaisir et grand intérêt ce sujet passionnant. Je vous laisse la parole, Michel. Merci. Bonjour à tous, merci de me prêter votre attention. Quand on pense à la libération de la France, on pense spontanément au débarquement de Normandie, effectivement, qui a eu lieu au mois de juin, mais on pense beaucoup plus rarement au débarquement de Provence. Il y a eu effectivement 2 débarquements en France en 1944, celui de Normandie au mois de juin, celui de Provence au mois d'août. Il est vrai que les effectifs engagés d'une part et les objectifs stratégiques recherchés étaient plus importants en Normandie qu'en Provence. Néanmoins, le débarquement de Provence a quand même été important dans la stratégie alliée et je crois qu'on peut dire qu'il a été très important dans le redressement stratégique, dans le redressement militaire de la France à la fin de la guerre en 1944-45. Car effectivement, le débarquement de Normandie avait été, quelques mois avant, un débarquement anglo-américain, et même plutôt américano-britannique. Les effectifs américains étaient plus nombreux. En revanche, le débarquement de Provence a été un débarquement où les troupes françaises étaient majoritaires. Sur les 350 000 hommes engagés, 260 000 appartenaient à l'armée française. Ça peut éventuellement paraître surprenant. On peut se dire, ben, comment ça se fait? L'armée française n'a-t-elle pas été vaincue en mai-juin 1940? La France n'a-t-elle pas été occupée par l'armée allemande? Au lendemain de l'armistice, est-ce que les troupes françaises n'ont pas été dissoutes?
Souvent, quand on pense au concours apporté par la France à la victoire alliée, beaucoup de gens s'imaginent que ça se résume essentiellement aux maquisards de la résistance, effectivement, aux maquisards des forces françaises de l'intérieur, et puis aussi, comment dirais-je, euh, aux éléments gaullistes des forces françaises libres, regroupées dans la deuxième division blindée du général Leclerc, celle qui a libéré Paris. Bien sûr, tout cela joue un rôle important, mais il ne faut pas oublier ou omettre le plus important, l'essentiel. Je m'explique. En fait, les clauses militaires de l'armistice allemand et de l'armistice italien en 1940 n'ont pas entraîné la suppression totale des forces armées françaises. On peut même dire que ces clauses militaires, en un sens, ont été moins sévères que les clauses militaires du traité de Versailles qu'on avait imposé à l'Allemagne en juin 1919. Le traité de Versailles avait interdit à l'Allemagne d'avoir une armée de plus de 100 000 hommes. Elle avait interdit à l'armée allemande toute artillerie lourde, toute formation blindée, même les automitrailleuses étaient interdites, était aussi interdite toute aviation, même les avions de liaison et d'observation étaient interdits. S'agissant de la marine, interdiction d'avoir des navires de plus de 10 000 tonnes, en clair, plus aucun cuirassé, interdiction d'avoir une flotte sous-marine. En revanche, eh bien, les armistices de 1940 ont permis à la France de conserver dans la zone libre, en gros le tiers sud-est du pays, une force armée de 100 000 hommes. Alors, évidemment, c'était une force armée dépourvue d'artillerie lourde, dépourvue aussi de chars de combat. En revanche, les automitrailleuses restaient autorisées. Et s'agissant de la marine française était la quatrième marine de guerre du monde à l'époque. Elle était plus puissante que la marine italienne, nettement plus puissante que la marine allemande. Eh bien, la marine française restait intacte. D'ailleurs, le maréchal Pétain et le général Weygand en avaient fait une condition non négociable. Il n'était disposé à accepter l'armistice que si la flotte française restait intacte. Eh bien, Hitler a accepté. Il n'a pas voulu braquer la France. Il craignait que la France refuse effectivement l'armistice, ne soit tenté de continuer la guerre aux côtés de l'Empire britannique en Afrique du Nord. Et il se disait que il valait mieux que la France accepte l'armistice. De toute façon, il espérait bien que la Grande-Bretagne ne tarderait pas à accepter les offres de paix assez généreuses qu'il était disposé à lui faire, des offres de paix beaucoup plus généreuses sans doute que celles qu'il aurait finalement imposées à la France en cas de victoire finale de l'Allemagne. Donc, Hitler a voulu éviter de braquer la France, éviter que l'armée française ne continue la lutte, parce que, en fait, les Allemands ne sous-estimaient pas du tout, ils la connaissaient bien, l'armée française d'Afrique. Et en fait, en un sens, ils n'avaient pas tort, car à la fin de l'année 1944, sur les 550 000 hommes de l'armée française, les trois quarts appartenaient à l'armée d'Afrique. Alors, bien sûr, l'armistice a imposé une réduction des effectifs. Elle est passée, cette armée d'Afrique, de 250 000 hommes à 100 000 hommes. Mais elle devait pouvoir, la France, continuer à avoir une armée dans ses colonies pour continuer à y exercer sa souveraineté. L'Italie avait fait comprendre ça à l'Allemagne parce que l'Italie, elle aussi, avait un empire colonial. Dans ces conditions, une question se pose. Qu'est-ce que c'était au juste que l'armée d'Afrique? L'armée d'Afrique, à ne pas confondre avec les troupes coloniales, l'armée d'Afrique a vu le jour du temps du roi Louis-Philippe, dans les années 1830-1840, à l'occasion de la conquête coloniale de l'Algérie. Elle comprenait trois grandes composantes. Il y avait d'abord des soldats français d'Afrique du Nord et soldats français de métropole. Ceux qui servaient dans l'infanterie, c'était les plus nombreux, servaient dans des régiments de zouaves. Ceux qui servaient dans la cavalerie, dans des régiments de chasseurs d'Afrique. Et ceux qui servaient dans l'artillerie, dans des régiments d'artillerie d'Afrique. Il y avait aussi, bien sûr, des formations composées de soldats maghrébins, soldats algériens, puis aussi soldats tunisiens à partir de la fin du 19e siècle, puis aussi soldats marocains à partir du début du 20e. Alors, ceux qui étaient affectés dans l'infanterie servaient dans des régiments de tirailleurs, ceux qui servaient dans la cavalerie dans des régiments de spahis, donc tirailleurs ou spahis algériens, tunisiens, marocains. Les sous-officiers de ces formations étaient soit français, soit maghrébins. Et les officiers, eux, étaient très majoritairement français, mais pas exclusivement.
Et enfin, il y avait une troisième grande composante dans l'armée d'Afrique, qu'il ne faut pas oublier, c'était la célèbre Légion étrangère, dont le quartier général était en Algérie, non loin d'Oran, à Sidi Bel Abbès, dans l'ouest du pays. Au départ, il n'y avait que des régiments d'infanterie dans la Légion, mais en 1921, on a créé le premier régiment étranger de cavalerie qui a accueilli des cavaliers hongrois de l'ancienne armée austro-hongroise et surtout des Cosaques russes qui avaient vaillamment combattu l'armée rouge durant la guerre civile de 1918 à 1920 avant de succomber sous le nombre. Et on a aussi créé en 1921, donc la même année, dans la Légion, un régiment d'artillerie et un bataillon du génie. Cela étant dit, une question se pose. Comment les soldats et les officiers de l'armée d'Afrique ont-ils réagi en 1940 à la mise en place du régime de Vichy et surtout, à partir du mois d'octobre, à la politique de collaboration avec l'Allemagne lancée par le maréchal Pétain? À vrai dire, ils ont réagi comme la très grande majorité à l'époque des militaires français, tout en restant patriotes et anti-allemands. Eh bien, malgré les appels du général de Gaulle à le rejoindre pour continuer la lutte, ils sont restés fidèles au maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, c'était le vainqueur de Verdun, ça avait été le commandant en chef de l'armée française de 1917 à 1931. Ils sont restés fidèles à Pétain, du moins jusqu'au mois de novembre 1942. Autrement dit, tant qu'ils ont pu espérer qu'un jour, quand les circonstances géostratégiques deviendraient plus favorables, le maréchal Pétain reprendrait la guerre contre l'Allemagne. C'est ce qui les a incités à accepter la collaboration avec l'Allemagne prônée par Vichy, alors même qu'ils n'aimaient pas du tout, la plupart du temps, cette politique de collaboration, qui a été menée notamment par l'amiral Darlan, de février 1941 à avril 1942, puis ensuite, à partir d'avril 1942, par Pierre Laval. Donc, ils sont quand même restés fidèles à Pétain, y compris donc dans l'armée d'Afrique. Pour prendre une comparaison, on pourrait dire qu'ils sont restés fidèles à Pétain de 1940 à 1942, malgré sa politique de collaboration, de la même façon que par la suite, les officiers français sont restés fidèles au général de Gaulle en 1961-62, dans la grande majorité, malgré son changement de politique algérienne et ses négociations avec le FLN algérien. En fait, ce qui a clarifié les choses, c'est bien sûr le débarquement de troupes américaines et britanniques au Maroc et en Algérie le 8 novembre 1942, l'opération Torche. Dans un premier temps, conformément aux instructions de Vichy, l'armée d'Afrique, qui était commandée par le général Juin, a essayé de s'opposer par la force à ce débarquement. Les combats ont été violents surtout au Maroc. Heureusement, ils n'ont duré que 2 jours parce que d'une part, les anglo-saxons étaient beaucoup plus puissants, et puis d'autre part, fortuitement, se trouvait à Alger l'amiral Darlan, justement, haut dignitaire de Vichy. Il était venu à Alger rendre visite à son fils qui était très malade et hospitalisé. Eh bien, le 10 novembre 1942, donc 2 jours après ce débarquement, Darlan a ordonné à l'armée d'Afrique de cesser le feu. Et il a affirmé qu'il venait de recevoir un télégramme secret du maréchal Pétain qui le lui prescrivait. Et c'était exact. Mais alors, le lendemain, le 11 novembre, en métropole, l'armée allemande, en violation de l'armistice, a riposté, elle a franchi la ligne de démarcation et elle a envahi la zone libre. À ce moment-là, les généraux français de l'état-major de Pétain sont venus le trouver en lui disant « Monsieur le maréchal, il y a une colonne allemande qui marche sur Vichy, vite, il faut que vous preniez l'avion, que vous gagniez Alger et que vous repreniez la guerre aux côtés des Américains. » Effectivement, si Pétain avait accepté, l'armée d'Afrique et les Français d'Alger l'auraient accueilli en héros. Et les Américains l'auraient accueilli à bras ouverts. Parce que le président américain, Roosevelt, bien qu'en guerre contre l'Allemagne et les États-Unis et le Japon depuis la fin de l'année 1941, depuis Pearl Harbor, le président américain tenait en haute estime le maréchal Pétain. Il l'avait connu personnellement à la fin de la guerre précédente, en 1918, quand il était secrétaire d'État à la Marine, et il avait nommé à Vichy, il avait beaucoup d'estime pour Pétain, il avait nommé à Vichy un homme de confiance, l'amiral Leahy. Seulement, Pétain a refusé d'écouter ses généraux, malgré leur insistance. Il a prétendu que son médecin lui avait interdit l'avion. En fait, il avait décidé une fois pour toutes, en juin 1940, qu'il ne chercherait jamais à quitter le territoire métropolitain, quoi qu'il puisse arriver.
Et donc, du coup, une fois que les Allemands ont occupé Vichy et toute l'ancienne zone libre, ben, il s'est retrouvé en quelque sorte prisonnier des Allemands. Alors, cette violation de l'armistice que constituait l'invasion de la zone libre, ça a incité le lendemain, le 12 novembre, l'amiral Darlan à aller beaucoup plus loin. Il a donné l'ordre à l'armée d'Afrique de reprendre les hostilités contre l'Allemagne et l'Italie. Concrètement, il a ordonné à l'armée d'Afrique de s'opposer militairement aux côtés des forces armées américaines et britanniques aux forces allemandes et italiennes qui venaient de prendre pied en Tunisie. À vrai dire, Darlan était bien meilleur stratège que Laval. Laval, lui, continuait à parier sur la victoire finale de l'Allemagne. Darlan, lui, il sentait bien le vent tourner. Les États-Unis étaient en guerre désormais, ils montaient en puissance très rapidement. À Stalingrad, les Soviétiques résistaient victorieusement et ils s'apprêtaient à contre-attaquer. Et quelques jours plus tôt en Égypte, le général Montgomery avait remporté la grande victoire d'El Alamein contre l'Afrika Korps du maréchal Rommel. Donc, Darlan, pour justifier son ordre, a affirmé qu'il venait de recevoir un nouveau télégramme secret de Pétain qui le lui prescrivait. Alors, effectivement, Pétain avait envoyé un deuxième télégramme secret. Seulement, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le coup, Darlan l'a très largement interprété. Pétain, dans son télégramme, lui disait simplement de chercher à prendre contact avec les généraux américains pour que puisse être maintenue en Afrique du Nord la souveraineté française. Autrement dit, bien sûr, la souveraineté de Vichy. Mais il n'était pas question dans ce télégramme de reprendre la guerre contre l'Allemagne et l'Italie. C'est ce que Darlan pourtant a fait croire aux officiers français. Et les officiers français l'ont cru d'autant plus volontiers qu'ils avaient envie d'y croire. Ils ont repris la guerre avec enthousiasme, avec encore plus d'enthousiasme que leurs soldats, non seulement par patriotisme, mais aussi sans doute par amour-propre professionnel. L'armée française avait été vaincue en mai-juin 1940, elle avait une revanche à prendre. Mais de toute façon, désormais, à Vichy, le maréchal Pétain était prisonnier des Allemands. Or, les règlements militaires interdisent de continuer à obéir aux ordres d'un chef qui est tombé aux mains de l'ennemi. Et donc ça ne pouvait que décharger la conscience des officiers français qui s'estimaient donc déliés du serment de fidélité qu'ils avaient prêté à Pétain. Alors, l'amiral Darlan ne s'est pas contenté d'appeler à la reprise de la guerre contre l'Allemagne. Il était secondé par le général Giraud, exfiltré de France depuis le début du mois de novembre. Il a décrété en Algérie et au Maroc la mobilisation générale des réservistes français et algériens. Ce qui veut dire que pendant la guerre, les Français d'Afrique du Nord, les pieds noirs, comme on dit, ont été mobilisés 2 fois. Une première fois, comme tout le monde, en septembre 1939, démobilisés pendant l'été 1940 après l'armistice, du moins ceux qui n'avaient pas été tués ou capturés par l'armée allemande, puis mobilisés à nouveau en novembre 1942, en vue de combattre jusqu'à la fin de la guerre, ce qu'ils ont fait très courageusement. Par conséquent, très vite, les effectifs de l'armée d'Afrique passent d'une centaine de milliers d'hommes à 300 000 hommes. Et en 1944, c'est l'effectif de 410 000 hommes qui va être atteint. Car il n'y a pas que les Français d'Afrique du Nord qui sont mobilisés à nouveau. C'est aussi le cas de beaucoup d'Algériens, dans une proportion moindre toutefois. Les Français, les pieds noirs étaient mobilisés de 19 à 45 ans, les Algériens de 19 à 34 ans seulement. Mais il y a eu aussi beaucoup d'enrôlements volontaires, de Tunisiens et plus encore de Marocains. Alors pour quelles raisons? Beaucoup de Maghrébins ont accepté de s'enrôler volontairement dans l'armée française. Par affection pour la France, certainement, également par goût du baroud, comme on dit. Le mot baroud, c'est un mot arabe qui veut dire combat, en argot militaire français. Plus prosaïquement aussi, en raison des primes d'engagement et des soldes qui étaient versés, elles n'étaient pas considérables, mais les populations nord-africaines étaient souvent assez pauvres, et donc c'était des sommes quand même relativement importantes. Alors, les volontaires ont été particulièrement nombreux au Maroc. Il faut dire que dès le 3 septembre 1939, le sultan du Maroc, Mohamed V, le grand-père de l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, avait, dans un message qui avait été lu dans toutes les mosquées du pays, incité ses sujets à s'enrôler dans l'armée française. Il avait soutenu à fond, dès le début de la guerre, la France et l'Angleterre. Eh bien, 90 000 Marocains à l'époque avaient répondu à son appel, et en 1944, de nouveau, 90 000 Marocains se sont engagés volontairement dans l'armée française d'Afrique, au sein de laquelle ils se sont particulièrement bien battus. Alors,
Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans la visioconférence précédente, de novembre 1942 à mai 1943, durant la campagne de Tunisie, eh bien, on a assisté au redressement militaire français. Les soldats de l'armée d'Afrique se sont très bien battus, et souvent mieux d'ailleurs que leurs camarades américains et britanniques, qui, il est vrai, étaient souvent inexpérimentés. Et ils avaient du mérite parce qu'ils étaient beaucoup moins bien équipés. Contrairement à l'armée américaine et à l'armée britannique, à l'époque, l'armée française d'Afrique n'était pour ainsi dire pas motorisée. Ses fantassins faisaient mouvement à pied, ses cavaliers manœuvraient et patrouillaient à cheval, les canons de son artillerie étaient tractés par des chevaux. En fait, la belle tenue au feu des troupes françaises a fait comprendre aux généraux anglo-saxons et aussi aux généraux allemands que désormais il fallait de nouveau compter avec l'armée française, qu'elle avait appris les leçons de son échec. Et ça a incité le président américain Roosevelt à accepter donc, à l'armée française d'Afrique en 1943 un matériel militaire américain moderne et abondant, notamment en matière de motorisation. Les voitures légères Jeep, les camionnettes Dodge, les camions GMC, tous ces véhicules étaient à 4 ou à 6 roues motrices, des véhicules blindés de transport de troupes semi-chenillés, les Half-Track, des automitrailleuses AM-M8, des chars de combat Sherman, des chars légers Stuart. En fait, Roosevelt n'aimait pas le général de Gaulle, qu'il considérait comme un dictateur en puissance, mais il avait de la sympathie pour le général Giraud. Et donc, il s'est bien entendu avec Giraud. Giraud, qui a d'abord été, en novembre 1942, officiellement, sous les ordres de Darlan, commandant en chef des forces terrestres et aériennes d'Afrique française du Nord et d'Afrique occidentale française. Darlan, lui, étant haut commissaire et commandant en chef des forces navales. Puis après l'assassinat donc de l'amiral Darlan en décembre 1942, c'est Giraud qui a pris la relève avec le titre de commandant en chef civil et militaire. Avant de devenir, le 3 juin 1943, à Alger, avec le général de Gaulle, coprésident du Comité français de libération nationale. Mais comme les relations du président Roosevelt étaient bien meilleures avec Giraud qu'avec de Gaulle, eh bien, en juillet 1943, c'est Giraud qui s'est rendu à Washington pour mettre au point les modalités de l'aide militaire américaine. Donc, il a rencontré le président américain et ses conseillers, il a été très bien reçu à la Maison-Blanche. Sa mission a été un vrai succès. Les États-Unis ont accepté de lui livrer de quoi rééquiper 8 divisions d'infanterie et de quoi créer 3 divisions blindées. Venons-en maintenant au débarquement de Provence. La décision a été prise en août 1943 lors de la conférence de Québec, qui a réuni donc au Canada le président américain Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill. C'est là qu'on a décidé d'un deuxième débarquement en France. Churchill, à vrai dire, n'y était pas favorable. Il aurait voulu que l'essentiel de l'effort allié en Méditerranée s'accomplisse en Italie, éventuellement en Yougoslavie. Ça, c'est la tradition britannique de l'approche stratégique indirecte. Dans son esprit, il espérait que ça permettrait aux Occidentaux d'attaquer l'Allemagne par le sud et donc d'arriver à Vienne, en Europe centrale, avant les Soviétiques. Mais en fait, les Américains n'étaient pas d'accord. Le général Eisenhower, en particulier, tenait beaucoup à ce qu'il y ait un deuxième débarquement en France, dans le Midi. Une deuxième opération amphibie, même si elle serait moins importante. Parce que ça aurait pour effet de sécuriser les lignes d'approvisionnement des forces alliées débarquées en Normandie, au fur et à mesure que ces forces alliées progresseraient dans l'est de la France en vue de libérer la totalité du nord de la France et d'envahir l'Allemagne. Car les Alliés se doutaient bien que les Allemands, au fur et à mesure que la perspective du débarquement s'approcherait, renforceraient leurs forces en France et notamment dans le midi de la France également. Et de fait, effectivement, en juillet 1944, à la veille du débarquement de Provence, il y avait plus de 300 000 soldats allemands dans le sud de la France, stationnés tout particulièrement le long des côtes, bien sûr. Alors, le raisonnement était clair. En l'absence de débarquement de Provence, ces forces allemandes du midi de la France auraient pu, au mois de septembre, se regrouper, progresser vers le nord, franchir la Loire et ensuite attaquer puis couper les lignes de communication, comment dirais-je, des troupes alliées et notamment donc tout leur ravitaillement. Parce que les troupes alliées qui s'apprêtaient à envahir l'Allemagne, elles dépendaient toujours pour leur ravitaillement du port de Cherbourg et du port artificiel d'Arromanches. Alors bien sûr, les Alliés avaient l'intention de libérer le plus vite
possible le port de Cherbourg, le port de Brest, le port de Saint-Malo, mais ils ne savaient pas combien de temps exactement ça prendrait. Puis ils se doutaient bien que les garnisons allemandes qui s'y trouvaient, avant de déposer les armes, elles y feraient un maximum de destruction. Donc, c'est aussi pour des raisons de logistique, euh, comment dirais-je, qu'il fallait à tout prix sécuriser les lignes de communication. S'il n'y avait pas eu le débarquement de Provence, Eisenhower aurait été obligé de déployer le long de la Loire, en flanc garde, environ 200 000 hommes pour sécuriser donc ces lignes de communication. Et donc ces 200 000 hommes, ils n'auraient pas pu par définition les utiliser ailleurs, alors qu'ils auraient pu être bien utiles ailleurs. Et en plus de ça, Eisenhower était un bon logisticien et il lorgnait sur le port de Marseille. Et il espérait bien que les armées alliées engagées en Europe pourraient le plus rapidement possible bénéficier des installations portuaires de la ville de Marseille. Voilà les raisons pour lesquelles il a réussi à imposer ce deuxième débarquement en Provence. Au départ, le plan initial prévoyait que les deux débarquements auraient lieu en même temps, et en Normandie et en France. Mais au début de l'année 1940, en Provence, mais au début de l'année 1944, les études ont montré qu'on manquerait quand même de bateaux de débarquement. Donc, on a décidé de décaler de 70 jours le débarquement de Provence, celui de Normandie étant prévu vers le 6 juin, vers le 5 juin, et bien celui de Provence aurait lieu vers le 15 août. Voilà. Une question quand même se posait. Quelles unités prévoir pour ce deuxième débarquement? Est-ce qu'on allait faire comme en Normandie, autrement dit confier l'opération à des troupes américaines et britanniques avec une petite participation française symbolique? Ou bien alors, deuxième hypothèse, est-ce qu'on allait faire comme en Italie depuis la fin de l'année 43, des troupes américaines et britanniques secondées par des troupes françaises? Ou bien alors, est-ce qu'on allait jusqu'à confier l'essentiel du débarquement à des troupes françaises? Troisième option. Eh bien, si la décision de débarquer en Provence avait été prise un an plus tôt, c'est sans doute la première option qui aurait été retenue. En fait, ça a été la troisième, car entre-temps, l'armée française renaissante avait très largement fait ses preuves. Tout d'abord en Tunisie, je l'ai rappelé tout à l'heure, avec pourtant des moyens matériels très limités, les généraux américains et britanniques n'avaient pas été avares de compliments pour les troupes françaises à la fin de la campagne de Tunisie. En mai 1943, le président Roosevelt lui-même avait transmis au général Giraud un message de félicitations. J'exprime l'admiration du peuple de l'Amérique en saluant la brillante contribution des forces françaises sous votre commandement, qui vient d'aboutir hier à la délivrance de Tunis et de Bizerte. Puis, en juillet 1943, lors de la conquête de la Sicile par les Anglo-Saxons, le général Patton, qui commandait à l'époque la 7e armée américaine, avait été très vivement impressionné par la remarquable efficacité au combat, notamment en terrain accidenté, des goumiers marocains. Car effectivement, 900 de ces guerriers d'Afrique du Nord, qui disposaient d'une centaine de chevaux pour les missions de reconnaissance et d'une centaine de mulets pour le portage du matériel, avaient sécurisé les flancs de 3 divisions américaines en Sicile. Ils avaient progressé en terrain montagneux sur plus de 100 km, s'étaient emparés de plusieurs localités, ils avaient mis hors de combat de nombreux soldats allemands et donc ils avaient sécurisé les colonnes américaines. Qu'est-ce que c'était que ces goumiers? Les GOUM étaient des formations supplétives de l'armée française d'Afrique, qui regroupaient dans les mêmes unités des fantassins et des cavaliers, une sorte de modèle précolonial qui était inspiré de la présence turque ottomane en Afrique du Nord pendant des siècles. Ces goumiers étaient généralement originaires des montagnes de l'Atlas marocain. Ils n'étaient pas vêtus des uniformes réglementaires de l'armée française d'Afrique, à l'exception du casque métallique, qui était d'ailleurs souvent le casque plat américain, la copie du casque anglais, le casque américain qui avait été en dotation dans l'US Army jusqu'en 1941. Sinon, ils combattaient avec leur tenue traditionnelle, la longue djellaba de laine, avec des rayures verticales brunes et noires, et puis des sandales. C'étaient des combattants courageux, solides, endurants. Ils étaient très bons tireurs et ils avaient un excellent coup d'œil tactique, ce qui fait qu'ils manœuvraient très très bien, notamment en terrain accidenté. Un goum regroupait environ 200 goumiers, l'équivalent donc d'une grosse compagnie, 120 fantassins, 50 cavaliers et 30 muletiers chargés du ravitaillement. Son
peloton de reconnaissance à cheval lui donnait une efficacité tactique encore accrue, d'autant que les chevaux utilisés, c'était des chevaux barbes d'Afrique du Nord. Ils étaient eux aussi, tout comme les cavaliers, robustes et endurants. Ils étaient sobres, supportaient aussi bien les fortes chaleurs que les grands froids, et ils avaient le pied sûr en montagne, comme les mulets, donc ils pouvaient emprunter les moindres sentiers muletiers. 3 ou 4 goumes constituaient un tabor, l'équivalent d'un bataillon, et 3 tabors formaient un groupe de tabors marocains, autrement dit un GTM de près de 3000 hommes, l'équivalent d'un gros régiment. Et ces goumiers étaient bien équipés, ils avaient des fusils mitrailleurs, des mitrailleuses, des canons de 37 mm, des mortiers de 81 mm, avec les caisses de munitions correspondantes grâce aux mulets porteurs. Et de plus, depuis la campagne d'Italie, ils avaient fait l'admiration des Américains qui au départ avaient tendance à se moquer d'eux, mais ils ont vite changé d'avis. Ils les appelaient au départ les guerriers en robe de chambre. Quand ils ont vu comment ils se comportaient au combat, ils ont cessé de les appeler comme ça. Ils leur ont fourni de très nombreux postes radio qui a encore accru, là aussi, leur efficacité tactique. Alors, la campagne d'Italie, elle a achevé de convaincre les généraux alliés que désormais, l'armée française s'était véritablement redressée. Car les résultats obtenus au printemps 1944 en Italie par le corps expéditionnaire français ont été à proprement parler spectaculaires. Comment ça s'est passé? En septembre 1943, dans la foulée de la conquête de la Sicile, en juillet-août, des troupes britanniques et américaines ont débarqué dans le sud du pays. Ça a incité le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, et son ministre, le maréchal Badoglio. Le roi avait fait déposer et arrêter Mussolini au mois de juillet. Ça a incité donc l'Italie à accepter un armistice. Mais en réaction, les Allemands ont réagi très très vite. L'armée allemande a envahi très rapidement le territoire italien. Elle s'est emparée de toute l'Italie du Nord, de toute l'Italie centrale, et elle s'est solidement retranchée au nord de Naples, en barrant toute la péninsule italienne le long d'une ligne qu'on a baptisée la ligne Gustave. Eh bien, à vrai dire, les Américains et les Britanniques n'ont pas tardé à se rendre compte que leur armée n'était pas du tout adaptée à une guerre en Italie, car l'Italie est un pays montagneux. La seule grande plaine du pays, c'est dans le nord, la plaine du Pô, entre Milan et Venise. Tout le reste du pays, toute la botte est montagneuse. Or, les troupes britanniques et américaines étaient intégralement et lourdement motorisées. Et on n'a jamais vu un blindé ou un camion emprunter un sentier muletier à flanc de montagne. Alors, bien sûr, en montagne, il y a des vallées, et dans les vallées, il y a des routes. Seulement, sur les routes de montagne, il y a très souvent des ponts. Et quoi de plus facile pour une armée qui veut bloquer la progression de l'ennemi que de faire sauter les ponts? En plus de cela, l'armée allemande, elle avait des mulets, elle avait des chevaux, elle avait des troupes de montagne. Et donc, elle tenait solidement les hauteurs. Or, pour le combat en montagne, il y a une règle absolue, qui tient les hauts, tient les bas. Et par conséquent, les Allemands verrouillaient toutes les vallées. Les Américains et les Britanniques ne pouvaient pas progresser par les hauteurs, on était incapables. Ils essayaient de passer par les vallées. Eh bien, malgré des déluges de tirs d'artillerie et des déluges de bombardements aériens, de novembre 1943 à mars 1944, la ligne Gustave est restée infranchissable, malgré de nombreuses attaques anglo-américaines qui, malheureusement, ont coûté en pure perte des dizaines de milliers de morts. Eh bien, ce que les Américains et les Britanniques n'ont pas réussi à faire en 4 mois de combat, percer la ligne Gustave, le corps expéditionnaire français, lui, l'a obtenu en 3 jours. C'est le général Juin qui le commandait. Général Juin, c'est lui qui commandait l'armée d'Afrique et qui avait fait tirer sur les Américains et les Britanniques en novembre 1942. Mais les généraux américains et britanniques connaissaient son patriotisme, ils ne lui en ont pas tenu rigueur. De plus, humainement, le général Juin était un homme très bienveillant, très chaleureux. Il est d'ailleurs devenu un ami personnel de plusieurs généraux américains. Et finalement, au printemps 1944, Juin a réussi à convaincre les Anglo-Américains, notamment le commandant en chef, le général britannique Alexander, de lui laisser carte blanche et de lui confier le secteur du mont Mayo et du Garigliano, entre le mont Cassin à sa droite, tenu par les Britanniques, enfin, visé par les Britanniques, et il cherchait à s'en emparer, et le secteur côtier à sa gauche, confié aux Américains. L'attaque est lancée dans la nuit du 12 mai 1944, appuyée par les tirs de l'artillerie française qui ont toujours été extrêmement précis. Malgré de lourdes pertes, les tirailleurs et les goumiers escaladent les pentes, le matériel et les munitions peuvent suivre grâce aux mulets.
La 4e division marocaine de montagne et les Tabors passent ensuite par les hauteurs, ce que les Américains et les Anglais ne faisaient jamais, ce qui a pris les Allemands par surprise. Une brèche de 9 km de large est obtenue du coup. Et donc, c'est ensuite l'exploitation, après le franchissement du Garigliano. Toujours à la pointe de la progression, les goumiers marocains, notamment leur peloton de reconnaissance à cheval, se faufilent dans les montagnes en évitant les routes, en passant toujours par les hauteurs, et ce sont eux qui ont finalement ouvert la route de Rome au reste des troupes françaises et aux troupes américaines. Eh bien, le retentissement de la victoire française du Garigliano est considérable. Le général Juin fait l'objet d'un concert de louanges et de félicitations, du Kremlin au roi d'Angleterre, en passant par le général Marshall, le chef d'état-major de l'armée américaine. Pourtant, ce n'est pas lui que le général de Gaulle a choisi pour commander les troupes devant débarquer en Provence. C'est le général Delattre de Tassigny, le général de Gaulle, qui est désormais le président du gouvernement provisoire de la République française. Mais Juin est nommé chef d'état-major des armées françaises, donc c'est quand même pour lui une promotion. Général Delattre de Tassigny, c'était le seul général des troupes métropolitaines qui, en novembre 1942, avait essayé de s'opposer par la force à l'invasion de la zone libre par l'armée allemande. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il avait été emprisonné par le régime de Vichy. Mais il avait réussi à s'évader et à gagner l'Afrique du Nord. Il prend le commandement de ce qu'on appelle au départ l'armée B à Alger en décembre 1943. Et son souci, c'est de faire l'amalgame, réaliser l'amalgame, d'une part entre les anciens vichistes et les gaullistes de la première heure, et d'autre part entre les Français et les Maghrébins. En juillet 1944, il se rend en Italie. Le général Juin, donc promu chef d'état-major, lui remet le commandement de son corps expéditionnaire, qui donc se retire du théâtre italien, ce qui, entre parenthèses, a eu pour conséquence de donner un coup d'arrêt à la progression alliée en Italie. Privées des troupes françaises, les troupes américaines et britanniques n'ont pu déboucher dans la plaine du Pô qu'à la fin de la guerre, en avril 1945. Mais bon, ce n'est pas pour rien que dès la fin de l'année 1943, le maréchal Kesselring, le commandant-chef allemand en Italie, avait donné comme consigne impérative à son état-major de toujours lui signaler par priorité quels étaient les secteurs où se trouvaient les troupes françaises. Il les redoutait par-dessus tout. Alors, si l'arrêt de la participation française à la campagne d'Italie a bien sûr de fâcheuses conséquences pour la stratégie alliée en Italie, en revanche, elle va fort utilement renforcer les forces dont le général Delattre va pouvoir disposer pour débarquer en Provence. À la veille de l'opération, il peut donc compter sur une armée d'environ 260 000 hommes. Quelle est la composition de son armée? Eh bien, cette armée compte environ 52% de Français, 24% de pieds noirs, donc de Français d'Afrique du Nord, 20% de volontaires évadés via l'Espagne et Gibraltar de la métropole occupée, 7% de gaullistes issus des forces françaises libres et 2% de Corses, car la Corse a été libérée dès septembre 1943 par une insurrection de la résistance aidée par l'envoi de quelques troupes de l'armée d'Afrique par le général Giraud. Ce qui fait que les Corses, comme les pieds noirs, ont été remobilisés, non pas en novembre 1942, eux, mais en novembre 1943. Il y avait aussi, bien sûr, dans cette armée B, des Maghrébins en grand nombre, 33% de Maghrébins environ, 18% d'Algériens, 10% de Marocains, 3,5% de Tunisiens, et il y avait enfin 10% de soldats noirs des troupes coloniales. Tous ces soldats sont regroupés dans deux corps d'armée. Le premier corps d'armée du général Bétoir, qui est composé de la 2e division d'infanterie marocaine, de la 4e division marocaine de montagne, de la 9e division d'infanterie coloniale, des troupes coloniales, autrement dit des troupes de marine, et de la 1re division blindée du général Touzet du Vigier. Quant au 2e corps d'armée, il est commandé par le général Delarmina et il est composé de la 1re division de marche d'infanterie, anciennement 1re division française libre, de la 3e division d'infanterie algérienne du général de Montsabert et de la 5e division blindée du général de Vernejoul. Il y a aussi donc dans cette armée B d'autres éléments qui n'étaient pas endivisionnés, notamment les 4 groupements de tabors marocains du général Guillaume, le groupe de commandos d'Afrique du lieutenant-colonel Bouvet, le bataillon de choc du lieutenant-colonel Gambiez, 14 groupes d'artillerie, 6 régiments de chasseurs de chars, 2 régiments blindés de reconnaissance.
Alors, en quoi consiste le plan d'opération de l'état-major allié? La responsabilité de l'ensemble de l'opération a été confiée au général américain Patch de la 7e armée américaine. Général Patch, qui a été le vainqueur des Japonais à Guadalcanal en février 1943. Grande bataille de Guadalcanal d'août 1942 à février 1943, qui a marqué le coup d'arrêt de l'expansion japonaise dans le Pacifique et le début de la contre-offensive américaine. Patch va avoir sous ses ordres un corps d'armée américain, le 6e corps d'armée du général Truscott, qui comprend 3 divisions d'infanterie, et surtout, il va avoir l'armée B, l'armée française, du général Delattre de Tassigny, autrement dit 5 divisions d'infanterie et 2 divisions blindées. Les forces allemandes qu'on va devoir affronter sont sensiblement inférieures. Ce sont celles de la 19e armée allemande, du général Viese, environ 250 000 hommes, qui sont déployés le long du littoral, de Perpignan à Menton, mais de Marseille à Cannes, là où vont avoir lieu finalement l'essentiel des combats, le général allemand ne peut guère compter que sur 80 000 hommes, ceux du 62e corps d'armée allemand. De plus, les fortifications allemandes en Méditerranée sont moins solides, moins puissantes que celles du mur de l'Atlantique, sauf dans les secteurs fortifiés de Marseille et surtout de Toulon. Alors, le plan d'opération mis au point prévoit 3 grandes phases. Première phase, conquête d'une tête de pont d'environ 35 km de large, de Saint-Raphaël au nord-est, c'est au sud du massif de l'Estérel, à Cavalère au sud-ouest, c'est au pied du massif des Morts. Et donc, ce sont surtout les 3 divisions d'infanterie américaines qui seront chargées de cette opération initiale, car les soldats américains sont plus entraînés que les Français aux exercices de débarquement proprement dit. Deuxième phase, l'approfondissement et l'élargissement de cette tête de pont au nord et à l'est par les 3 divisions américaines et à l'ouest par un premier échelon des troupes françaises, 2 divisions d'infanterie et une division blindée incomplète, plus un groupement de tabors marocains. Et enfin, troisième phase, exploitation de la rupture du front allemand, avance rapide du corps d'armée américain vers Grenoble et prise de Toulon puis de Marseille par les forces françaises qui auront été renforcées par le débarquement des troupes de deuxième échelon. Du 1er au 10 août, toutes les forces de débarquement se rassemblent dans 4 bases de départ. Oran, en Algérie, l'île de Malte, Malte était une colonie britannique à l'époque, et Naples et Tarente en Italie. Et du 10 au 14 août 1944, en fonction de la distance plus ou moins grande à couvrir, les bateaux chargés de troupes et de matériel appareillent, escortés par de nombreux navires de guerre. La force navale, destinée à l'opération, comprend plus d'1 millier de bâtiments, dont une bonne centaine de navires de guerre. Elle est commandée par l'amiral américain Hewitt. Elle comprend 5 cuirassés, dont le cuirassé français Lorraine, et 25 croiseurs, dont 6 français, les croiseurs Montcalm, Duguay-Trouin, Georges Laigle, Émile Bertin, Gloire et Jeanne d'Arc. Les navires français sont aux ordres du contre-amiral Lemonnier. Et il y a aussi 12 porte-avions d'escorte, 10 britanniques et 2 américains. Les porte-avions d'escorte étaient souvent de simples cargos, transformés en porte-avions auxiliaires par déplacement du château sur le côté droit et pose d'un pont d'envol. Et puis cette force navale comprend aussi une centaine de bâtiments plus modestes. Donc la force navale va pouvoir bénéficier d'un appui aérien conséquent d'environ 2000 avions qui pourront décoller soit de Corse, soit de ces porte-avions d'escorte. Les opérations préliminaires ont lieu le 15 et le 16 août. Aux toutes premières heures du 15 août, durant la nuit, quelques dizaines de fusiliers marins français du groupe naval d'assaut de Corse débarquent à Miramar, au sud-ouest de Cannes. Le but, c'est de sécuriser le flanc est de la zone, tout comme leurs camarades du commandant Kieffer en Normandie au mois de juin avaient sécurisé avec les parachutistes britanniques le flanc est des troupes débarquées en Normandie. Et au même moment, plusieurs centaines d'hommes du groupe de commandos d'Afrique du lieutenant-colonel Bouvet débarquent, eux, au Cap-Nègre, près du Lavandou, pour sécuriser le flanc ouest. Dans le même temps, des soldats américains de la Special Service Force sont parachutés sur l'île de Port-Cros, au large du Lavandou, pour y neutraliser des batteries allemandes.
Il s'empare de l'île relativement facilement et il commence aussi à s'emparer de l'île du Levant, qui est juste à côté. Toujours dans la nuit du 15 août, environ 10 000 parachutistes américains et britanniques, commandés par le général américain Frédéric, sont largués ou bien déposés en planeur aux lisières nord du massif des Morts, dans la région de Draguignan, au sud-est de Draguignan dans le secteur du Muy et au sud-ouest dans les secteurs du Luc et de Carnoules. Il s'agit de contrer l'éventuel renfort de soldats allemands qui viendraient du nord pour menacer la zone de débarquement. Dans la matinée du 15 août, après des tirs d'artillerie navale et des bombardements très massifs, dans le golfe Juan et dans les golfes de Fréjus et de Saint-Raphaël, eh bien, les troupes du 6e corps d'armée américain débarquent, renforcées donc par des éléments de la première division blindée française. Alors, à l'ouest du secteur, c'est la 3e division d'infanterie américaine et les éléments donc de la première division blindée française qui débarquent à Cavalère, qui débarquent au pied de la Croix-Valmer et près de Ramatuelle, dans l'anse de Pamplonne. Au centre, c'est la 45e division d'infanterie qui débarque à Sainte-Maxime, sur la plage de la Nartelle. Et à l'est, c'est la 36e division d'infanterie qui débarque près de la base aéronavale de Fréjus, ainsi qu'au Dramont et à Haguet. Le débarquement se fait sans difficulté majeure. Les défenses allemandes ont été bien neutralisées au préalable. Dans l'après-midi du 15 août, eh bien, Saint-Tropez, Cogolin et Grimaud sont libérés par la 3e division d'infanterie, Sainte-Maxime par la 45e, et Saint-Raphaël est libéré par la 36e division d'infanterie. Quant aux derniers défenseurs allemands de l'île du Levant, ils opèrent leur reddition. Alors le lendemain, le 16 août, c'est le débarquement du gros des troupes françaises. Les premiers échelons, du moins. Les premiers échelons de la 3e division d'infanterie algérienne à Saint-Tropez, ceux de la 1re division de marche d'infanterie à Cavalère, et donc, dans le même temps, la 1re division blindée, qui pourtant encore est très incomplète, progresse vers le Luc, là où ont été parachutés des Britanniques et des Américains. Quant aux Américains, justement, au nord-ouest de Fréjus, eh bien, ils ont réussi à rompre le front allemand et ils ont fait leur entrée à Draguignan. Le 17 août, eh bien, le général Delattre de Tassigny consacre la journée à regrouper et à coordonner ses forces. Il donne ses ordres. La 1re division de marche d'infanterie doit marcher sur Toulon, le long de la côte, via Cavalère et Hyères. La 3e division d'infanterie algérienne, elle doit faire un mouvement d'enveloppement par le nord, dans la montagne, par Grimaud et par Cuers. Quant à la 1re division blindée, elle doit pousser vers le nord-ouest et se porter vers Aix-en-Provence pour couvrir les opérations qui vont avoir lieu contre la garnison allemande de Toulon. Seulement, à la fin de la journée du 17 et dans la journée du 18, il apparaît de plus en plus clairement que la résistance allemande dans les massifs de l'Estérel et des Morts est en passe d'être brisée. Ce qui fait que le général allemand, Wiese, ordonne le retrait du gros de ses forces vers la vallée du Rhône, vers Avignon et Orange, mais pas toutes. Certaines troupes allemandes, au contraire, doivent rallier les zones fortifiées de Toulon et de Marseille. Eh bien, Hitler donne son accord à ce plan d'évacuation. Pourtant, ce n'était pas dans son habitude d'accepter les retraites. Mais d'une part, il se méfie des troupes françaises et surtout, il craint que les troupes américaines qui progressent vers l'est en France, celles qui ont débarqué en Normandie, n'obliquent vers le sud-est, vers les Alpes, vers le Jura, ce qui menacerait d'encerclement toutes les forces allemandes du midi de la France. Mais il insiste, Hitler, il tient absolument à ce que les garnisons allemandes des grands ports français luttent jusqu'au bout. Et de fait, dans certains ports, les garnisons allemandes vont se battre jusqu'à la fin de la guerre. Les poches de Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire et La Rochelle ne capituleront que le 8 mai 1945, voire le 9 mai. Mais pas, par contre, celles de Toulon et de Marseille qui auront capitulé bien avant. Alors, à ce moment-là, le 18 août, la ligne atteinte par les Franco-Américains est la suivante. Elle part de Théoul-sur-Mer au sud-ouest de Cannes, elle passe par Draguignan, Brignoles, Cuers, et elle atteint Solliès-Pont, à quelques kilomètres au nord-est de Toulon. Une partie seulement des forces françaises a débarqué, avec la moitié seulement de son matériel. Mais les troupes allemandes sont en désordre. Et Delattre constate, il y a des reconnaissances aériennes bien sûr, que beaucoup de troupes allemandes dans la zone de Toulon qui faisaient face à l'ouest se déplacent pour faire face à l'est. Et donc elles sont en plein désordre.
De Lattre se dit, c'est le moment d'en profiter, on attaque. Et donc, il donne ses ordres, là encore. La première division de marche d'infanterie doit attaquer aussitôt par l'Est. Et la troisième DIA, donc la troisième division d'infanterie algérienne, doit encercler Toulon par le nord. Les deux divisions font partie du deuxième corps d'armée, celui du général de l'Armina. Le 19 août, à Cavalère, c'est le débarquement du reste des troupes françaises, la 9e division d'infanterie coloniale, les groupements de tabord marocains du général Guillaume. Donc ces troupes font partie du premier corps d'armée du général Bétoir. Comment dirais-je, les troupes américaines de leur côté ont atteint Grasse au nord-est, tout près de Cannes, et elles ont atteint Manosque au nord-ouest sur la Durance. Et là, elles prennent connaissance d'une information très importante. Tout l'arrière-pays montagneux est en train d'être libéré par les maquisards des forces françaises de l'intérieur. Du coup, les troupes américaines se scindent en deux. Une partie fonce vers le nord, à travers les Alpes, par la route Napoléon, et Grenoble est atteint dès le 22 août, et l'autre partie oblique vers l'ouest, vers la vallée du Rhône. Montélimar et Valence sont libérés le lendemain, le 23 août. Quant aux troupes allemandes, eh bien, elles refluent vers la frontière italienne, elles refluent vers l'école pour opérer leur jonction avec les troupes allemandes d'Italie. Alors, le 20 août, l'encerclement terrestre de Toulon est pratiquement complet. Le plan allié prévoyait de s'emparer d'abord de Toulon, puis de Marseille. Mais De Lattre décide d'accélérer pour ne pas laisser le temps aux Allemands de s'organiser à Marseille. Et donc, il décide d'attaquer en même temps à Toulon et à Marseille. Et il répond à un officier de liaison américain qui s'inquiète des risques encourus. La surprise est un énorme avantage. La vitesse prime la force. Ça, c'est une réflexion caractéristique de l'officier de cavalerie qui était De Lattre de Tassigny. Donc, la 3e division d'infanterie algérienne, moins un régiment, les goumiers marocains et des éléments de la 1re division blindée sont poussés sur Marseille. Et pendant ce temps-là, c'est l'assaut contre la zone fortifiée de Toulon, qui donc est menée seulement par la 1re division de marche d'infanterie, par la 1re division d'infanterie coloniale et par un régiment de la 3e DIA. Eh bien, pour la prise de Toulon, l'appui de l'escadre navale a été absolument décisif, l'escadre navale française. Ces tirs étaient extrêmement précis. Donc, les pièces de gros calibre du cuirassier Lorraine et des 6 croiseurs ont détruit relativement vite les batteries allemandes de Gien, de Porquerolles, de Saint-Mandrier. D'ailleurs, l'efficacité des tirs français ont valu à l'escadre les félicitations immédiates du haut commandement allié. Il faut dire que les marins français et leurs officiers de tir connaissaient comme leur poche les eaux de la rade de Toulon, parce que dans les années 1920 et 1930, ils avaient souvent eu l'occasion de s'y entraîner. Le 23 août, un détachement français s'empare de la préfecture maritime de Toulon, des troupes conquièrent la Seine-sur-Mer, Ollioules et la presqu'île de Gien, et le lendemain, ce sont les divisions françaises, le gros des divisions françaises qui pénètrent dans la ville. Les combats sont rudes, mais finalement, le 28 août, les derniers défenseurs allemands, qui étaient basés dans le secteur fortifié de Saint-Mandrier, capitulent à leur tour. Donc, reddition de la garnison allemande de Toulon. Quant aux opérations menées à Marseille, eh bien, elles ont été menées tout aussi rondement que celles de Toulon. Le 21 août, la 1re division blindée arrive à s'emparer d'Aix-en-Provence et d'Aubagne, au nord de Marseille. Et le lendemain, le 22 août, les goumiers marocains entrent en scène. Ils empruntent bien sûr des sentiers de montagne, réputés infranchissables aux armées. Ils encerclent l'agglomération marseillaise. Le premier GTM, le premier groupement de tabors marocains, encercle par le nord, et les 2e et 3e GTM par l'est. Puis ils nettoient les abords de la ville. Et dès le lendemain, la 3e division d'infanterie algérienne pénètre dans la cité, et avec l'aide des maquisards des forces françaises de l'intérieur, eh bien, elle parvient rapidement à en prendre le contrôle, y compris des installations portuaires. La résistance avait lancé une insurrection à Marseille dès le 21 août. Eh bien, du coup, les militaires français et les maquisards ont réussi à s'emparer du port de Marseille avant que les Allemands n'aient eu le temps de le détruire complètement. La colline de Notre-Dame de la Garde,
qui domine la ville, est enlevé le 26 août et 2 jours plus tard, les derniers défenseurs allemands déposent les armes. Alors, quel bilan peut-on faire de ces opérations? Le plan allié prévoyait un mois entre le débarquement du 15 août et la prise de Toulon puis de Marseille. En fait, tout cela a été opéré en moins de 15 jours, 2 fois plus vite que prévu. Alors qu'en Normandie, au mois de juin, il avait été prévu là aussi un mois pour déboucher en terrain libre et encercler les forces allemandes de Normandie. Ça avait pris 2 mois au contraire, ça avait été beaucoup plus long. Pourquoi ces différences d'efficacité? D'une part, le bocage normand. Les haies de Normandie, très nombreuses et très grandes, ont gêné considérablement, il faut reconnaître, l'avancée des troupes britanniques et américaines et plus encore de leurs blindés. Et à l'inverse, elles ont beaucoup aidé les combats défensifs des troupes allemandes. Et par comparaison, les montagnes et les collines de Provence étaient finalement beaucoup plus faciles d'accès, surtout bien sûr pour les goumiers marocains. Deuxième facteur, l'audace du général de Lattre de Tassigny et de ses officiers, qui donc ont attaqué en même temps à Toulon et à Marseille, sans même disposer de la totalité de leurs forces. Ça a donné finalement des résultats beaucoup plus fructueux que le systématisme précautionneux des généraux américains et britanniques. La fortune sourit aux audacieux. Et en plus de ça, il faut bien reconnaître que le moral des soldats français était excellent. Ils venaient libérer notre pays, ils étaient extrêmement motivés. À l'inverse, les troupes allemandes n'ont pas toujours fait preuve d'une détermination sans faille. Et la présence de goumiers marocains dans les troupes françaises n'était pas de nature à leur remonter le moral. Depuis la campagne d'Italie, les goumiers marocains étaient devenus la terreur des soldats allemands. Ils les craignaient comme la peste, et ils avaient raison. Alors, tout comme l'armée américaine en Bretagne au début du mois d'août, c'est un autre facteur, ça, les troupes françaises à Marseille et à Toulon notamment ont bénéficié du précieux concours des maquisards des FFI. Ils ont servi de guides, d'éclaireurs, et ils ont été très utiles dans les combats à Marseille. Alors qu'à l'inverse, en Normandie, vu la très forte densité des troupes d'occupation allemandes, on n'avait pas pu constituer des maquis d'envergure. Donc finalement, eh bien, Eisenhower est très content parce que dès le début du mois d'octobre, les ports de Toulon et surtout de Marseille peuvent recommencer à fonctionner et donc alimenter en matériel toutes les troupes américaines et britanniques et françaises débarquées en France. Et finalement, jusqu'à la fin de la guerre, 4 millions de tonnes de matériel ont pu transiter par le port de Marseille. C'était une aide très importante, donc ça justifiait aussi la décision d'Eisenhower de prévoir ce deuxième débarquement dans le midi de la France. Alors, les troupes de Delattre, elles ne sont pas restées inactives, hein, loin de là. Elles ont très vite remonté la vallée du Rhône. Lyon a été libéré le 3 septembre. Dijon en Bourgogne libéré le 11 septembre. Et c'est en Bourgogne qu'a eu lieu la jonction entre l'armée française de Delattre et les troupes américaines qui venaient de Normandie. À la fin de l'année 1944, l'armée de Delattre s'est appelée officiellement la première armée française. Elle a combattu dans les Vosges, puis en Alsace. Le 21 novembre, Delattre s'est emparé de la ville de Mulhouse. Et le 2 février 1945, avec l'aide d'une division blindée américaine, il a délivré Colmar. Et pour finir, et ça c'est important aussi, à la fin du mois de mars 1945, l'armée française, tout comme l'armée britannique dans le nord du front et l'armée américaine au centre du front, l'armée française a franchi le Rhin, elle a elle aussi envahi l'Allemagne, avant de franchir le Danube et de pénétrer en Autriche, ce qui lui a valu à la fin de la guerre l'appellation officielle d'armée Rhin et Danube. Alors, si les combats livrés dans le Midi de la France n'ont pas traîné en longueur, ils ont quand même parfois été très durs. Les troupes françaises ont perdu près d'1 millier de leurs soldats qui ont laissé leur vie. Elles ont eu près de 5000 blessés, mais 35 000 soldats allemands ont été faits prisonniers, sans compter une quinzaine de milliers de soldats allemands qui ont trouvé la mort. Alors, conclusion, dans le redressement moral et politique de la France à la fin de la guerre, il est certain que l'action du général de Gaulle dès le mois de juin 1940, l'action des forces françaises libres, l'action de la résistance, de la deuxième division blindée du général Leclerc, qui a libéré Paris puis Strasbourg, tout ça, bien sûr, a joué un rôle majeur.
mais il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par les centaines de milliers d'hommes du général de Lattre de Tassigny du 15 août 44 au 8 mai 45, qui, d'ailleurs, cette armée du général de Lattre de Tassigny, à la fin de la guerre, enfin, à la fin de l'année 44, pardon, a intégré dans ses rangs 100 000 maquisards des forces françaises de l'intérieur. Et de nouveau, le général de Lattre a réalisé, il aimait bien ça, ce qu'il appelait l'amalgame. Et ça s'est très bien passé. Finalement, la France, en 1945, a retrouvé son rang de grande puissance. Elle a été considérée officiellement comme un des 4 grands vainqueurs de la guerre en Europe. Elle a eu droit à des secteurs d'occupation militaire en Allemagne, à Berlin, en Autriche. Elle est devenue un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de la nouvelle organisation des Nations Unies, avec droit de veto. Alors tout ça, sans nul doute, ça a été obtenu grâce à l'action courageuse, habile et opiniâtre du général de Gaulle tout au long du conflit, mais ce sont bien finalement les centaines de milliers d'hommes de l'armée d'Afrique qui ont multiplié les prouesses militaires en Italie, en France puis en Allemagne, de 43 à 45, qui ont joué pour de Gaulle le rôle essentiel d'instrument stratégique majeur. Et c'est grâce à cet instrument stratégique majeur que le général de Gaulle a réussi, non sans mal, mais il a réussi à s'imposer aux dirigeants alliés, au président américain Roosevelt, à Staline, le dictateur soviétique, et au premier ministre britannique Churchill. Pour finir, eh bien, je vais faire une référence à une citation de Gaston Monnerville. Gaston Monnerville, qui était un homme politique guyanais, il a été président du Conseil de la République sous la 4e République, puis il a été président du Sénat au début de la 5e. Et à la fin du conflit, Gaston Monnerville a fait cette déclaration très significative. Sans l'Empire, sous-entendu l'Empire colonial, sans l'Empire, la France ne serait qu'un pays libéré. Grâce à son empire, elle est un pays vainqueur. Merci beaucoup Michel pour cette nouvelle intervention de qualité, entrant dans le détail de ce débarquement de Provence qui, comme vous l'avez rappelé, a joué un rôle déterminant en vue de la victoire des troupes alliées. Nous nous retrouverons avec plaisir au sein de notre dernière entrevue qui conclura cette série autour du 80e anniversaire des débarquements afin d'évoquer la contribution de l'administration française. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.